Processus de décentralisation à l'ère du régime du nouveau départ, chaque jour son défi. Si trop tôt, beaucoup d'espoir avec de nouveaux chefs-lieux préfectoraux, plus les jours passent, la sueur froide aux élus locaux et communaux des destitutions. C'est chaque jour que Dieu fait, chacun avec sa petite histoire. Et d'une localité à une autre, les destins ne sont pas les mêmes. Aura singulièrement retenu l'attention dans ce vent de destitution, le cas de deux communes où, pour une fois, la révocation a tapé aux portes des concernés. Nous allons là au niveau de la commune d'Aplaoué et ensuite au niveau de la commune de Cotonou, la ville fertière, capitale administrative du Bénin. Ce jour, je reçois pour vous Claude Djankaki, qui n'est plus à présenter, autour de la question de la destitution, de la révocation des maires, administrateurs des finances à la retraite, chargé de conduire en son temps des enfants projets de loi sur la décentralisation. Il est expert consultant en finances publiques et décentralisation, auteur de maints ouvrages dans le milieu, dont entre autres le célèbre ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui, La destitution des maires au Bénin, une pratique à géométrie variable. Alors, mais avec nous pour nous édifier sur la problématique de la destitution et de la révocation. Oui, Claude Djankaki, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, Maître Paul Katoa-Tita, l'homme est resté aussi vent debout quand au combat pour l'enracinement de la démocratie à la base, la décentralisation au vrai sens du terme. On l'a vu en son temps prendre le devant d'un cas qui a beaucoup fait parler de lui. L'autre ville à statut particulier, en son temps, dans les viseurs des dirigeants d'alors. Maître Paul Katoa-Tita, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre aussi à notre invitation. Plus les jours passent, le ciel, dit-on, semble s'assombrir sur le processus de décentralisation que connaît le Bénin. Ceci n'est-il pas le fait d'une maturité ou d'une preuve du temps pour un passage à un niveau plus harmonieux? Maître Paul Katoa-Tita, ce que vit le Bénin en plein processus de décentralisation, quelle interprétation scientifique peut-on y accorder? Non, mais le Bénin ne vit rien de particulier s'agissant de la décentralisation. Ce qui se passe au Bénin, c'est la conséquence logique de comportement de nos hommes politiques, tout simplement. Et pas plus que ça. Pas plus que ça, voilà. Mais Claude Djankaki, l'expert, vit tous ces moments d'épreuve, il faut le dire, pour les élus communaux, mais aussi pour la population, avec toujours une note d'espoir. Oui, vous savez, comme il a dit, la destitution, d'abord, il faut le souligner, lorsque il y a une nouvelle légitimité qui s'installe à la tête de l'État, c'est-à-dire l'élection d'un nouveau président de la République, et à la base, les gens ont envie de faire du neuf. Et ceux qui, par exemple, se sont cognés pendant les campagnes électorales peuvent se dire, écoutez, il n'a pas soutenu le même candidat que moi, on peut aller lui chercher aussi des choses pour le redresser. Donc, c'est comme ça, je vois. Sinon, à un moment donné, on ne parlait plus pratiquement de destitution. Mais avec la nouvelle légitimité qui s'est installée au niveau de l'État, on a commencé par entendre les cas de destitution. Tel maire, en son temps, n'a pas soutenu tel candidat. On est parti de là et on a destitué à Alada, on a destitué à Ouida, ainsi de suite. Donc, quand vous jetez un regard sur cette destitution, vous voyez toujours un arrière-plan politique. Maître Paul Katoa-Tita, est-ce qu'il faut continuer à avoir d'arrière-plan politique dans les cas de destitution ou à y attribuer des thèses purement administratives? Parce que
ce qui est souvent présenté, il s'agit de fautes lourdes, souvent reprochées aux concernés. Vous savez, vous avez les tests, vous avez l'application des tests. Les tests s'appliquent selon que l'on veut soulager celui qui est mis en cause ou selon que l'on veut lui faire du mal. Alors, donc, lorsque vous êtes un élu local, vous pouvez bénéficier de la protection de l'application du test, comme vous pouvez être victime de l'application du test. Mais tout ça dépend d'une série de facteurs. Et le premier facteur, vous voyez, c'est le comportement des partis politiques dans le je soutiens et le je soutiens. Celui qui ne soutient pas, il est livré généralement à une application rigoureuse de la loi. Celui qui ne soutient pas, il est soumis à la volonté du pouvoir de n'avoir sur lui que quelqu'un qui sera sous ses ordres. Et tout est fait pour le faire partir. Mais il y a également des comportements déviants de nos élus, de nos hommes politiques. Et je ramène toujours à nos hommes politiques. La campagne électorale présidentielle, je suis chef de parti politique. Je suis maire d'une localité. Chef de parti politique. J'ai dit à un candidat, je vais te soutenir. Je lui prends de l'argent, 200 millions, 500 millions, etc. pour faire campagne pour lui. Je ne fais pas. Je vais prendre pour un autre que je soutiens et que lui va échouer. Et c'est celui que j'ai finalement, que j'ai entre guillemets escroqué, qui est élu. Il devient le président de la République. Je suis maire, je suis là. Et le sentiment humain va lui amener toujours à vouloir faire quelque chose. Il va amener ses partisans à me faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de me faire partir. Donc il y a ce comportement déviant de nos élus locaux également, chefs de parti et politiques. Que tout ça qui mélange, qui est à la base de ce que nous vivons, tout ça là. Et il faut que tout ça soit corrigé. Qu'ils aient des comportements un peu très proches de l'éthique pour nous éviter certaines situations également. Oui, des comportements déviants, c'est ce qui est d'ailleurs souvent brandi, Claude Djankaki. Mais lorsqu'on prend les tests, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de balises pour empêcher qu'on en arrive justement à des comportements déviants? Si, comme je le dis, c'est pas forcément, disons, les textes qui sont en cause. Et c'est pour cela, quand on me dit qu'il faut revisiter les tests, je dis, vous allez revisiter 1000 fois les tests, vous aurez toujours des problèmes. Il faut d'abord appliquer l'existant avec, disons, rigueur. Vous avez l'impression que ce sont des tests qui sont plutôt mal appliqués? Très mal appliqués. Je vous donne un exemple. Pour destituer un maire, il faut qu'il y ait crise de confiance. C'est vrai, le législateur dit crise de confiance, mais sans la définir. Mais l'esprit qu'il y a derrière la lettre de cette disposition, c'est que vous êtes d'accord pour faire du développement. Et on vous a choisi maire. Mais vous êtes là, vous continuez à faire du développement, on vous soutient. Mais maintenant, vous faites du développement, mais au même moment, vous n'avez pas les yeux doux envers un conseiller donné. Il a peut-être sollicité votre aide, il n'a pas eu. Ah, vous devenez mauvais. Il y a crise de confiance. Parce que la confiance que lui place en vous, c'est de pouvoir l'aider à tout moment. Mais vous aussi, vous avez des limites. Mais si vous n'arrivez pas à l'aider à tout moment, c'est déjà une crise de confiance. Mais ce n'est pas ce que le législateur a pensé en parlant de crise de confiance. Crise de confiance, c'est que nous sommes d'accord pour aller faire du développement. Vous arrivez là, vous ne faites plus du développement. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de cas de destitution à Natitengou en 2005. Vous savez, les destitutions ont commencé. Les maires ont été installés courant février-mars 2002. Et déjà en octobre 2002, il y a eu destitution. Le premier cas de destitution, c'est à Corvée. Et celui qui a été destitué, c'est
un inspecteur des finances qui est destitué et son remplaçant, c'est un attaché, je dis un attaché, un assistant des services financiers. Oui, pour nos téléspectateurs, on se rappelle. C'est un exemple. Oui, ce cas, je souligne rapidement, parce qu'avant de vous laisser poursuivre à nos téléspectateurs, que ce cas étonnait beaucoup, parce qu'on s'était dit qu'avec le profil du concerné, les finances, son milieu, les principes qui régissent la gestion des finances, en tout ordre aussi, on se disait qu'il les maîtrise et qu'on le voit très mal en porte-à-faux avec les siens. Mais ce qui a été officiellement servi une fois encore, c'est que l'homme et les siens ne s'entendaient pas et qui faisaient une gestion solitaire. Oui, la gestion solitaire, les textes l'ont voulu ainsi. Les textes ont voulu que le maire soit solitaire. Ah. Je vais vous l'expliquer. Non. Je vais vous l'expliquer. Attention, quelqu'un qui veut vous laisser poser, mais on se rappelle que ce reproche qu'il a fait partie est revenu vers, par exemple, le maire de Cotonou. Non, ce n'est même pas bien. Non, il faut qu'on explique pour que les gens comprennent ce qu'on y met. Gestion solitaire. Voilà ce que disent les textes. Le maire est le premier responsable de la commune. C'est lui le responsable de l'administration. Le maire, en tant que personne pris isolément, est l'exécutif de la commune. Comment? Il est assisté d'adjoints. Et les textes disent que les adjoints ne le remplacent qu'en cas d'absence et dans l'ordre de préséance. C'est-à-dire, c'est quand il n'est pas là. S'il n'est pas là, on le remplace, mais on ne prend pas de décision. C'est la gestion courante. Pourquoi il est solitaire? Comme je le dis, il y a 2 organes au niveau de la commune. Il y a l'exécutif, que je dis, constitué de maire, d'adjoint au maire, comme vous. Et si le maire n'est pas là, l'adjoint au maire peut appliquer. Mais il y a l'organe délibérant, le conseil communal. Le conseil communal vote les délibérations et l'exécutif applique. C'est pour cela, ramener à l'échelon national, c'est un peu comme l'État à l'exécutif, le gouvernement, l'organe délibérant, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vote les lois, les trucs de ratification. Mais c'est l'exécutif qui gère. C'est l'exécutif qui gère, qui va appliquer. Il ne gère pas avec le Parlement. Non, c'est la même chose. Donc les conseillers pensent que ils doivent gérer avec le maire. Or, les textes n'ont pas prévu la chose de cette manière. Je vais vous dire quelque chose. Les maires et les adjoints sont consignés à la commune pratiquement tous les jours. Mais les conseils communaux, c'est-à-dire, il y a réunion du conseil communal 3 mois après. Vous voyez, c'est-à-dire dans l'année, vous avez 4 fois les réunions du conseil communal. Donc ça voudra dire que vous venez délibérer, c'est-à-dire il y a une école à construire et vous venez vous entendre sur où on va construire l'école, mais c'est le maire qui s'occupe de tout le reste pour les démarches, pour que un entrepreneur soit retenu pour la construction. Mais si des conseillers pensent qu'ils doivent accompagner le maire pour aller désigner un peu tout ça là, on peut parler de gestion solitaire. Maître Paul Kato-Atita, le problème est plus épineux qu'on l'imagine. Il y a des problèmes de l'application de la loi, j'ai dit ça tout à l'heure ici. Et malheureusement, nous n'avons pas de jurisprudence encore établie pour clarifier certaines zones d'ombre de ce texte. Et cette question de crise de confiance, malheureusement, dans une procédure que je connais à la Cour suprême, l'occasion n'a pas été donnée de clarifier ça. J'avais initié cette procédure uniquement pour que la Cour clarifie ça, mais je n'ai pas eu ce que j'attendais. Je crains même que l'explication de la Cour ne renforce les conseillers dans cette logique de brandir à chaque fois cette notion de crise de confiance pour continuer à faire les destitutions. Mais j'ai espoir que ça viendra un jour et ce concept va être clarifié. Mais le problème n'est pas aussi totalement là. C'est que
quelles que soient les réformes qu'il faut faire dans ce texte de loi, il faut toujours appeler nos hommes politiques à ne pas mettre sous la tête leurs préoccupations politiques de vouloir gérer, dominer telle commune, dominer ceci, faire ça, et d'appliquer la loi dans son esprit. Ce qu'il vient d'expliquer, ils le savent. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Mais ils profitent souvent de cette faille-là pour être au fondement de ces destitutions, de ces conditions de révocation, etc., qu'ils provoquent indirectement. Alors, donc, dans ce cas-là, je dis, je ne sais pas, quel que soit l'effort qu'on peut faire pour réactualiser la loi, rectifier les choses, expliquer même s'il faut les zones d'ombre, je ne sais pas si on va éviter ces situations que nous connaissons. Donc, je reviens toujours aux hommes politiques. D'abord, deux points. Eux, qu'ils évitent, qu'ils laissent la liberté aux conseils communaux, la liberté aux élus, qu'ils se disent, je suis gouvernant, tout ça, mais je ne veux voir rien dans ce qui se passe dans les communes que de leur fournir les moyens financiers pour s'auto-administrer et gérer, qu'on leur accorde leur liberté. Et que d'autre part, nos maires eux-mêmes se comportent, s'éloignent de plus en plus de comportements déviants. Il ne faut pas qu'eux-mêmes laissent des occasions aux gouvernants, à l'échelon supérieur, de leur retrouver des fautes et d'engager des procédures de révocation et de ci ou de ça contre. Parce que, quoi qu'on dise, il n'est pas évident que nos maires eux-mêmes soient également exempts de critiques, exempts de reproches, exempts de fautes dans tout ce qu'on leur dit. Il faut être objectif. Il faut qu'eux-mêmes se donnent un peu la contrainte de dire, de respecter l'orthodoxie, que ce soit budgétaire, administratif, financière, et le respect qu'il faut au bien public. Un cas qui reste un cas d'école, c'est celui de la mairie de Cotonou. Un cas pendant encore devant la justice. On n'ira pas dans le fond de ce dossier, mais ça a été pour plus d'un un peu ahurissant, extraordinaire et historique. Ça dépend de quel côté vous y mettez. Claude Djankaki, quand on prend ce cas, quel est le regard que le technicien porte sur ce cas? Non, moi, mon regard, c'est que lorsque... Un cas de révocation, pas un cas de destitution. Non. Il y a de révocation, c'est aussi qu'un maire soit destitué ou révoqué. C'est la même chose. Mais il y a une nuance ici. Non. C'est l'organe qui prend la décision, voilà, qui diffère. C'est tout. Sinon, la finalité est la même. La finalité est la même. Le maire a été déchargé de ses fonctions. On se rappelle un peu le processus qui a suspendu, certains disent le matin, le soir déjà révoqué. Mais le technicien a vécu ces moments comment? Non, je disais... Et non seulement j'ai participé à l'élaboration de ces textes, mais... Les tests de la décentralisation. Mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale où j'ai assumé les fonctions de secrétaire général chargé de la coopération interparlementaire. J'ai suivi un peu, disons, l'explication des votes des députés, c'est-à-dire les débats parlementaires sur la question. À l'époque, c'était que pour ne pas permettre, disons, au pouvoir central, disons, de sanctionner, il faut mettre des balises. Et ces balises, c'est que... Sanctionner ou bien abuser de la force qu'elle a. Abuser de la force que l'exécutif a. Merci de me rappeler. Donc c'est pour ça, les dispositions sont telles que il y a un organe qu'on appelle Conseil départemental de concertation et de coordination. Le nom même peut vous dire quelque chose. Conseil départemental, coordination, de concertation et de coordination. Donc quand on parle de concertation, ça explique. Quand on parle de coordination, ça veut dire que c'est ensemble là qu'il faut prendre connaissance de ce que vous reprochez comme faute. Normalement, je peux me tromper. Une faute, il faut se dire, lorsque vous voulez sanctionner, par exemple, il faut s'entourer de garanties et savoir que lorsque
vous êtes une autorité que vous sanctionnez un agent, il est loisible à l'agent d'utiliser des voies de recours. Vous pouvez vous retrouver devant le juge administratif. Donc, il faut prendre toutes les garanties. C'est pour cela que dans une administration, vous devriez d'abord donner une demande d'explication. Tout part de la demande d'explication à l'agent. L'agent vient en retard tous les jours, vous ne lui donnez pas de demande d'explication et un jour, vous le renvoyez. Ça ne passera pas. Vous voulez dire qu'il a manqué de documents dans le cas d'espèce? C'est ce que je voulais vous expliquer. Comment? En disant, lorsque l'agent vient, commet la faute une première fois, vous lui envoyez une demande d'explication. Ça sert de preuve. Et c'est en même temps votre moyen de défense. Dans le cas de la mairie de Cotonou, il y a eu quoi? C'est la même chose. Dans le cas de la mairie de Cotonou, lorsque le maire est convoqué devant le conseil départemental de concertation et de coordination, c'est le conseil départemental de concertation et de coordination qui étudie le dossier. Mais ce qu'il s'est passé en réalité, c'est l'autorité de tutelle qui a élaboré des questionnaires. Il a soumis au maire ces questionnaires et le maire a demandé de répondre par écrit. Parce que nous sommes dans une administration écrite. Lorsqu'on ne s'entendra pas sur des détails, il faut brandir les documents à son avocat conseil, au juge et tout ça là. Donc c'est cela la réalité. Et c'est ça qui lui a été refusé. Et c'est justement pour ça que moi, spécialiste que je suis, je dis, là, il y a déjà un début de vice de forme. Et je dis, lorsque l'organe qui est chargé de connaître de cette affaire n'a pas, disons, délibéré, et je le dis, toute délibération entraîne un vote. Tout à fait. Ça va manquer. Si ça manque, il y a encore... Et comme je le dis, je parle devant un praticien de droit. Moi, je ne suis pas du domaine, mais je peux éclairer les praticiens, parce que même au niveau des tribunaux, on est obligé de venir prendre nos avis aussi, et ça compte. Donc, lorsque ce n'est pas comme ça, et qu'il n'y a pas eu de délibération, alors qu'en droit, la forme compte autant que le fond, oui. Moi, je dis déjà, il y a problème. La forme compte autant que le fond, dites-vous. Mais Maître Paul Katoa-Tita, lorsqu'on est sur un terrain politique, il faut s'attendre à tous les coups, même celui-là, non? Et devant les tribunaux, comment ça se joue? Je ne vais pas donc aborder le dossier dont vous parlez. En tant que tel, mais ce que je voudrais dire, oui, c'est que il faut espérer que une jurisprudence se développe rapidement, très rapidement, pour nous fixer sur un certain nombre de difficultés que pose cette loi. Malheureusement, les choses prennent du temps. Des fois, telles que les personnes concernées ont même le temps d'oublier, l'occasion d'oublier. Les populations ont le temps de s'interroger comme vous vous interrogez, alors qu'un juge aurait déjà clarifié tout ça et dans les délais normaux requis. Il faut espérer ça. Et quant à ce qu'il dit, que la forme contre sur le fond, c'est vrai, c'est la même chose. Une faute de forme peut entraîner l'annulation d'une décision comme sur une faute de fond. Et pour revenir à cet organe délibérant communal, concertation, bon, ça encore c'est un autre problème. Quel est le pouvoir de cet organe face au préfet du département dont il relève? Quel est le pouvoir de cet organe face au gouvernant? C'est ça aussi le problème. Si l'organe n'a pas de pouvoir... Voilà. Mais lorsque le législateur arrive à mettre ces mécanismes qui sont considérés comme des fusibles en place, on se demande, est-ce qu'il n'est pas important de les prendre en considération? Ou ça reste, comme on dit, du vernissage? Non, ça compte pour des détails. C'est sûr, c'est-à-dire que le pouvoir
est-ce que cet organe a un pouvoir de s'opposer à une volonté du préfet ou à la volonté du ministre ou du chef de l'État? Ça pose un problème. C'est-à-dire que ce sont des désormais, il faut revoir ces mécanismes-là. Les mécanismes sont des institutions qui ne sont que sur papier, mais qui, dans l'effectivité, ne garantissent pas une décision impartiale. Vous voyez, ça revient à mais là, est-ce que ça ne fragilise pas l'élu? Totalement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure. J'ai toujours dit que c'est même le principe même de cette décentralisation. En fait, vous avez la décentralisation, c'est écrit dans la loi, c'est écrit sur papier. Ce n'est que formel. Quand vous lisez la loi, vous verrez qu'en réalité, cette décentralisation n'existera que parce que le pouvoir l'aurait voulu. Parce qu'il a un organe de tutelle centrale, qui est quand même là, le préfet, qui a un pied dans l'exécutif et un pied ici, et qui a un contrôle et qui détient la ficelle. C'est un jeu malsain? Qui détient la ficelle légale. C'est-à-dire la loi lui donne des prérogatives. Et je dis que c'est quelque chose, moi je pense que il faut espérer qu'un jour nous ayons des gouvernants qui puissent dire pourquoi nous avons fait la décentralisation. C'est pour qu'ils se gèrent eux-mêmes. Moi, je veux les laisser se gérer eux-mêmes. Je ne veux pour rien au monde me mêler de leur affaire. Ce que je dois faire, que la loi me recommande, c'est de leur fournir des ressources financières. Je leur en fournis, ils n'ont qu'à gérer suivant l'orthodoxie. En attendant que ce plaidoyer soit pris en compte, mesdames, messieurs, un problème se pose. Et beaucoup s'interrogent depuis, pour prendre le cas révocation de la VIFA du Bénin Cotonou, il a eu un intérimaire et il est toujours en place. Pour les citoyens lambda, Claude Djankaki, le temps passe et plus l'intérim dure. Qu'est-ce qui bloque le passage à la réalité des choses, l'élection de notre maire? Pourquoi a-t-on l'impression que c'est un intérim à vitérum pour toujours? Je ne saurais le dire, mais tout ce que je peux dire, je le constate aussi. Mais je dois avouer qu'il y a un délai contentieux. Et on peut dire que nous sommes toujours dans ce délai contentieux. Et lorsque, disons, je vais vous donner par exemple un exemple où, lorsque les maires sont élus, disons d'abord le conseil communal est installé, ce week-end, il faut déjà élire le maire. Passer ce délai, c'est... L'ancien maire? Non, c'est la Cour suprême qui se déplace pour installer. Et ce cas, vous l'avez vécu à Calavi, oui. Et un peu partout dans le temps. C'est la même chose. Mais ici, on n'a pas vu... non, on vient maintenant pour la destitution. Pour la révocation de Cotonou, par exemple, le jour où la Cour tranchera, si c'est en faveur du maire révoqué, la Cour pourra aller l'installer elle-même. Un peu comme à Calavi, comme je vous l'ai dit. Je suppose qu'on est toujours dans le délai. Parce que le délai, c'est quoi? Comme je vous ai dit. Le maire déchu, il lui est loisible de saisir le juge administratif, suivant un délai donné. Mais avant, il faut d'abord adresser un recours gracieux à l'autorité. Donc tout ça là a un délai. Et après ce recours, parce que si la Cour ne trouve pas le recours formulé au dossier, ça aussi c'est un objet pour rejeter le dossier, parce que c'est une preuve aussi substantielle pour le plaignant. Quelle preuve? D'avoir épuisé les voies de recours, c'est-à-dire de saisir, parce que l'autorité qui suspend ou qui révoque peut décider de rétablir si vous lui envoyez un recours. Donc il faut d'abord essayer, disons, cette procédure, et que cette procédure échoue. Donc, dans l'observation de tout ce délai, par exemple, ajouter
disons, au traitement du dossier par la Cour, on peut être toujours, mais encore que, je le précise, il y a ce qu'on appelle quand même, si vous voulez, délai raisonnable, que les juristes l'appellent délai raisonnable. Comme Maître venait de le dire tout à l'heure, le délai raisonnable doit permettre quand même de régler dans un temps donné pour permettre aux populations qui suivent de comprendre. Sinon, si ça met plusieurs années après, le Béninois lambda ne comprendra rien. Oui. Bon, avant d'en arriver à tous ces résultats, il y a une pièce maîtresse quand même qu'il faut, l'acte mentionnant la révocation. Et dans le cas d'espèce, je ne sais pas si vous-même, vous avez pu fouiller un peu, avoir des données dans ce sens-là. L'acte a-t-il été vraiment authentifié? Non, écoutez, pour revenir un peu à ce que venait de dire Maître tout à l'heure, c'est vrai, il faut, en même temps qu'il parle de jurisprudence, il nous faut de la doctrine aussi pour notre pays. Et étant spécialiste, c'est pour ça que je prends par moment le risque de rédiger des ouvrages là-dessus. Moi-même, j'ai besoin de renseignements pour renseigner, disons, les nouvelles générations. Donc, c'est dans ce sens, justement, que moi, j'ai rédigé des ouvrages sur la question. Et j'ai l'intention même de rédiger, pourquoi pas, un second tome. Donc, c'est dans ce cas, surtout, que je cherche en vain à avoir le décret de révocation. Donc, comme que je n'ai pas eu. Certains hommes de médias, vous ne l'avez non plus obtenu. Je n'ai pas eu. Et moi, ça me pose problème dans la suite de mes recherches. Parce que j'écris. Quand j'écris, les jeunes ont besoin de nos écrits pour rédiger leur thèse de mémoire. Mais Maître Paul Katoa-Tita, pour juste élément d'appoint, pour une pièce aussi importante, le citoyen lambda ou l'homme de l'investigation qui voudrait bien aussi meubler ses tests, est-ce qu'il est censé avoir à disposition un test comme celui-là ou il n'en a pas le droit? Non, le test doit pouvoir exister quelque part. Doit avoir existé, c'est que peut-être qu'il n'est pas publié, c'est possible. Mais quand on effectue la démarche, on ne trouve pas. Parfois, il a des retards dans la... Non, j'ai eu l'arrêté de suspension quand même. Ça a été vite fait dans la journée, tout le monde l'avait eu. Parfois, il a des retards dans la publication. C'est peut-être toujours le retard, oui. Le retard de publication au JO, ça c'est fréquent. Le test doit avoir existé, le décret. Et s'il n'a pas un décret, il doit pouvoir avoir une décision du Conseil des ministres sur ça, qui doit le consigner dans les registres du secrétariat général du gouvernement. Et ça, c'est sûr. Et il faut savoir que les actes administratifs ont sous plusieurs formes. Et c'est ce qu'il faut craindre parfois dans des contentieux administratifs. Et qu'à la place d'un décret, peut-être, l'autorité soit amenée à prendre soit une décision simple d'un conseil des ministres, et soit une autre, soit des fois des arrêtés. Bref, il a toujours un écrit sous un autre. Mais dans le contenu, il faut toujours une décision. Et qui peut ne pas être dans la forme prévue par le législateur. Mais il ne peut pas avoir une révocation en l'air verbalement, non, comme ça. Il doit avoir un écrit quelque part, qui peut-être n'est pas publié. Et la publication étant le mode normal pour les gens d'en prendre connaissance. Bon, avec le temps, peut-être, ils trouveraient un document écrit comme ça dans les archives de la... On ne peut gérer et être, vous disiez, irréprochable, presque. Et cela, vous interpellez la responsabilité des élus locaux. Et pour les parcours qui sont les leurs, en principe, on ne devrait plus être là. Des balises aussi existent. Mais comment peut-on expliquer qu'on arrive, par exemple, peut-être que les citoyens lambda aussi est perdu, on parle des actes inactifs, incinérés. C'était dans l'abus, quand on prend ces faits-là, qui ont fait dresser les cheveux sur la tête, c'est dans l'abus ou dans la normalité? Je veux éviter d'aller dans ces détails, et pour une raison très simple. Ce dossier, précisément, est au niveau de la justice, dans deux niveaux, je l'ai dit, au niveau de la Cour suprême et au niveau des tribunaux
pour ce que je sache. Et ça a un volet administratif, ça a un volet pénal. Pénal. Je vais éviter de faire choses. Une troisième raison, d'éthique, de respect de soi-même. Tout à fait. C'est un dossier qui a ses gestionnaires professionnels légaux. J'ai des confrères qui s'en occupent, proprement dit. Il ne faut pas donner l'impression de vouloir ravir la vedette aux confrères. Oui. Interférer dans leur domaine réservé. Mais je dis toujours que, pour revenir sur ce que je disais, il faut que nos élus aussi évitent des comportements déviants. Parce que si vous savez, parce que si vous êtes menacé, vous le savez. Quand on est menacé dans un système politique, on le sait. Mais si en dépit de ça, vous-même, vous ne vous ménagez pas et que vous laissez des occasions, le pouvoir ne fait pas de cadeaux. Vous disiez tout à l'heure ici qu'il a un intérimaire qui est à la mairie et qui est là depuis longtemps. Je crois que ça, parce qu'il faut se mettre à la place des autres aussi. Un pouvoir ne se décide pas à révoquer quelqu'un, quelqu'un comme ça, d'abord s'il n'a pas intérêt à le faire, et s'il n'a pas pris des dispositions pour que ça se fasse bien. Si aussi j'étais à leur place, je n'aurais pas procédé à la révocation sans prendre des dispositions. C'est que d'abord, a priori, celui qui est là, qui assure l'intérim, il savait qu'il pouvait assurer l'intérim et leur donner satisfaction, quelle que soit la durée, même s'il n'est pas titulaire. Ça, il ne faut pas se tromper de ça. Il le savait déjà. Sinon, il n'allait jamais faire partie un titulaire pour faire venir un intérimaire qui est du même groupe et de même option politique que lui par rapport à leurs intérêts. Il faut le savoir comme ça. La deuxième chose, à partir de ce moment-là, que celui-là peut leur donner satisfaction, ils ne sont plus dans l'empressement d'une décision qui va décider de qui va prendre le fauteuil en définitive ou qui ne prendra pas en définitive. Donc tout se trouve là. Donc tout a un intérêt politique et tout part de nos hommes politiques. Si nos hommes politiques, le destin de nos communes se trouve dans leurs mains, que ce soit dans l'application de la loi, dans l'interprétation de la loi, de la manière d'appliquer une sanction à quelqu'un ici et de ne pas l'appliquer de la même manière à quelqu'un là-bas, ça dépend de leur intérêt politique. Alors, le technicien, dans tout ça... Et il a d'ailleurs dit, il a fait un ouvrage. Oui, c'est encore à quoi, lorsque tout se joue plutôt est lié presque au bon vouloir du politique. Oui, mais je vais même vous surprendre. Le politique peut même destituer tout un conseil communal. C'est écrit dans les textes de loi. Et il a ses raisons. Il dira qu'il y a manquement à l'ordre républicain. Ça suffit. Parce que, n'oublions pas, nous sommes un État unitaire. Donc, il peut arriver des velléités de sécession. Donc, pour ça, on peut destituer l'ensemble du conseil communal. C'est écrit dedans. Et c'est le secrétaire général de la commune qui assure l'intérim pendant qu'on organise dans un délai de 6 mois les élections. Donc, tout est écrit. Mais, comme je le disais, avant, on ne pratiquait que la destitution des maires. Maintenant, on est allé à suspension, révocation. Oui. Il se pourrait qu'un jour, qu'on aille à cette extrémité aussi. Donc, il faut déjà le dire, pour que les gens comprennent que non seulement on peut destituer un maire, on peut destituer les maires adjoints aussi, le chef d'arrondissement, on peut destituer tout un conseil communal. C'est le processus de décentralisation qui va à son enracinement ou non, c'est comme moi je le dis. Oui. Ça, c'est de la recentralisation. Ce n'est pas la décentralisation. Ce n'est pas la décentralisation, parce qu'on a envie de tout faire. Parce que, n'oublions pas, c'est dit déjà au niveau de notre Constitution que les collectivités territoriales s'administrent librement. Mais ne voulant pas de cette administration libre, alors qu'ils sont compétents dans les domaines donnés, lorsque vous allez au niveau de la décentralisation, il y a ce qu'on appelle des compétences propres aux communes, partagées avec l'État, déléguées, l'État qui délègue. Mais ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Les communes
il leur revient de construire les écoles. Mais est-ce que vous ne voyez pas à des moments donnés l'État central se mettre devant, par exemple, pour aller donner la clé C'est une aberration? C'est une aberration parce que la première règle de la décentralisation, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire il faut aller régler les problèmes là où ils se posent. Et là où les problèmes se posent, c'est au niveau des communes. Les communes ont un organe délibérant, conseil communal qui délibère, et un organe exécutif, le maire qui exécute. Mais dès que vous voyez des ministres se mettre dans tout ça, là, c'est de la recentralisation que vous Maître Paul faire. Katoatita, le temps passe si vite, me dites, le Bénin est-il en pleine décentralisation ou vit-il l'expérience de la recentralisation? La destinée de nos communes, de la décentralisation, se trouve dans les mains de nos hommes politiques. Vous l'avez dit. Selon l'orientation qu'ils vont donner à la loi, ils vont soit affirmer leur autorité centrale jusque dans nos villages. Donc, pour ne pas dire à une confiscation même du pouvoir jusqu'à la base, ou à un octroi d'une indépendance, d'une liberté totale à nos élus, ou à une liberté contrôlée. Tout dépend des objectifs. Votre mot de la fin? C'est d'espérer tout simplement que un jour que nos hommes politiques se ressaisissent par rapport à l'esprit de la loi tel qu'il est et qu'ils laissent réellement à nos communes la liberté de s'auto-gérer tel que le législateur a pu le faire depuis 1993. Mais je voudrais préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que la volonté de nos gouvernants n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est depuis même le précédent gouvernement, et il est allé loin en disant que c'est même à peine à 2 mois après la mise en application de la décentralisation qu'il a eu la première destitution. Merci à vous, Claude Djankaki. Je vous demanderai de conclure par rapport sur le dossier Grand Nokoué. Votre regard du spécialiste, et ça va être après votre mot de la fin, vous qui pensez qu'on est en pleine reconcentration. Oui, lorsque vous prenez le Grand Nokoué, on devrait laisser les communes aller à l'intercommunalité. Et lorsque c'est l'État qui se met dedans, et c'est la maîtrise d'ouvrage qui intéresse en ce moment l'État. Or, il faut permettre aux communes d'apprendre pour avancer. L'État ne doit pas tout faire. Mon mot de la fin, je dirais, la décentralisation, c'est la participation des citoyens. Il faut que les citoyens participent à la gestion de leur commune. Si c'est l'État qui doit se mettre à la place des communes, ce qui va arriver, c'est quoi? Lorsque les citoyens voudront, dans leur localité, la construction d'un marché, on viendra leur construire peut-être un autogare, et ce n'est pas leur désir. Et c'est pour cela qu'il faut donner la chance aux communes de se développer à travers la décentralisation, que je trouve un levier de développement pour nos communes. Merci à vous, Claude Djankaki. Merci à vous également, Maître Paul Katoatita. J'étais le sénateur, ce fut un plaisir. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Je vais plutôt conclure sur cette citation devenue une formule presque de tout le temps pour coller à la décentralisation. Ça va être une invite à César. Ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.